Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball on Air. Au programme aujourd'hui, nous allons revenir sur les mouvements de l'équipe. Et depuis le dernier podcast, il y en a eu pas mal. Il y a eu un départ notamment, et puis il y a eu 2 retours de blessures, dont un qui a notamment joué les derniers matchs amicaux. Et puis en deuxième partie d'émission, on va parler de la Pro B qui fait son retour dès ce week-end avec 2 matchs en décembre pour Paris, dont on va faire les previews. Mais avant de démarrer, je vous présente comme d'habitude mes chroniqueurs du jour. Et pour changer, à ma gauche, ce sera Lilian. Salut Lilian. Salut Fabien, salut Antoine, c'est moi qui ai l'honneur de spoiler cette fois. J'en suis ravi. Et donc à ma droite, spoiler pour la revanche. Salut Antoine. Bonjour Lilian, salut Flavien. Il est heureux, il a un sourire, il a le sourire aux lèvres juste pour me spoiler. Écoutez messieurs, on va démarrer. Je vous rappelle juste que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter @ParisB_8OnAir, sur Facebook Paris Basketball on Air. Évidemment, vous pouvez nous retrouver toute l'actualité du club sur le site parisbasketball-onair.fr et toutes les émissions sur les plateformes d'écoute, YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et SoundCloud. Messieurs, on perd pas de temps et on va démarrer tout de suite. Paris Basketball on Air, saison 2, épisode 6, c'est parti. Yo, ici c'est ton bouc d'Andiguel pour Paris Basketball en Air. C'est là que ça se passe si tu veux l'actu, cousin. Si. On démarre cette émission avec les départs et arrivées depuis le dernier podcast. Lors de la dernière émission, on vous disait qu'Evans Ganapamo et Karim Ezzedine étaient partis dans leurs sélections respectives. Le premier, il est revenu comme prévu, et le second, il a fait escale à Bahreïn pour y retrouver sa prochaine équipe. Effectivement, le Libanais qui était en fin de contrat la semaine dernière s'est engagé avec Citra en Bahreïn Premier League et a donc quitté le Paris Basketball. Dans le même temps, Valentin Chéry s'est remis de sa luxation à l'épaule et a joué les 2 matchs amicaux contre le Champagne Basket et le Stade de Vanves. Enfin bref, avant de parler du groupe et des retours, on va un petit peu se focaliser sur Evans Ganapamo, messieurs, sur Karim Ezzedine, pardon. Donc son départ de la capitale. Qu'est-ce que vous avez pensé de son passage à Paris ? Bon, plutôt un bon passage pour un joker médical. Forcément, on n'en entend pas forcément des grandes choses. Après, voilà, forcément, tu l'as dit, il paye le retour de Valentin Chéry qui fait son retour plus tôt que prévu, qui au final ne s'est pas fait opérer. Donc voilà, il a pu être disponible plus rapidement. Franchement, pour un joker médical, on ne pouvait pas en attendre beaucoup plus. Ezzedine, il a apporté de l'énergie, il s'est bien intégré au groupe et il ne faisait pas d'erreur pendant les matchs. Après, il n'a pas eu non plus d'énormes responsabilités, mais on a vu que sur les séquences où on a pu le voir évoluer, on a vu que c'était un joueur qui avait du talent, que ce soit en défense ou en attaque. Et on a pu le voir dans ses matchs en sélection. Il mettait des gros points, même dans son nouveau club. Il a directement impacté, même si c'est la Ligue du Bahreïn. Voilà, on sent qu'il y a quand même un potentiel de ces joueurs. Donc non, plutôt un bon passage et un petit regret de ne pas avoir pu le voir plus longtemps évoluer sous les couleurs de Paris. Ouais, on l'a vu jouer seulement 4 matchs à Paris, un match de Pro B et 3 matchs de Leaders Cup. Antoine, toi, qu'est-ce que tu retiendrais un peu du passage d'Ezzedine à Paris ? Comme l'a dit Lilian, sur l'intégration, une bonne intégration dans un groupe, un vrai potentiel. Le Paris Basketball a très bien fait de le dénicher pour suppléer l'absence d'Amarassi et de Valentin Chéry. Un bon niveau offensif, une bonne intensité en défense, un joueur qui écoutait vraiment son coach. On sentait que le coach avait un vrai plaisir à le faire jouer, à le développer, alors que ça peut être compliqué quand on récupère un joker médical, de l'intégrer. Ça s'est plutôt bien passé. Il a une bonne petite copie contre Denain pour un petit peu parfaire ce petit passage rapide. Et comme l'a dit Lilian, c'est vrai qu'on aurait aimé le voir un petit peu plus. Mais bon, on est heureux de retrouver Valentin Chéry. Ouais, moi j'aimais beaucoup l'intensité qu'il mettait dans les matchs avec Paris, beaucoup notamment sur les rebonds, capable de mettre... cette intensité aussi qu'on a chez Valentin Chéry quand il est sur le terrain, c'est vraiment de se donner pour les autres et pas forcément de mettre ses stats en avant. Ouais, c'est ça, et c'était vraiment son remplaçant il avait un peu les mêmes caractéristiques avec peut-être un peu plus de talent pour Karim, mais c'est plus de shoot à 3 points largement. Voilà, aussi, ouais. Et c'est pour ça que c'est un peu dommage de pas le voir au moins continuer dans le championnat de France, parce que je pense que c'est un joueur qui a vraiment un bon potentiel rien qu'en Pro B et pourquoi pas même en JP Elite dans une qualité de remplaçant. Donc dommage de ne pas le voir évoluer, en tout cas que ce soit en France ou dans des pays un peu plus proches que chez nous, parce que forcément le Bahreïn, on va pas forcément suivre ça toute la saison. Exactement. Comme je vous le disais, donc le départ de Karim était surtout conditionné par le retour de Valentin Chéry dans l'effectif. Lui qui a été absent depuis la mi-septembre, mais avec cette luxation à l'épaule, et il est revenu assez vite de sa convalescence, peut-être un peu plus vite même que prévu, on le disait.
Qu'est-ce que son retour va apporter? Je me tourne vers toi, Antoine, parce que toi, tu as eu la chance d'aller voir les 2 matchs amicaux contre le Champagne Basket et contre le Stade de Vanves là en novembre et décembre. Qu'est-ce que tu as pensé un peu de son niveau de jeu, comment il est physiquement, etc. C'est une très bonne nouvelle parce qu'on a eu la bonne surprise lors du premier match donc, contre Champagne Basket de le voir en tenue et de le voir rentrer. On ne s'attendait pas, on s'est dit peut-être qu'il était en tenue et qu'il allait s'entraîner ou s'échauffer juste et après rester sur le banc. Il a joué contre Champagne Basket, il a joué 15 petites minutes, c'était une reprise en douceur, 2 rebonds. Il a son momentum, il fait une interception, il finit au dunk. Ce qu'il sait faire, en fait, il apporte son intensité. Bon, là, c'était léger, c'était une remise vraiment tranquille. Puis après, contre Vanves, il a été quasiment, après Dustin Sleva, pour moi, le meilleur joueur du match, le meilleur défenseur. Il prouve vraiment qu'il a des vraies capacités physiques, qui permet d'apporter des solutions de rotation à Jean-Christophe Prat, qui peut le faire jouer en 5 comme il le souhaitait depuis le début de saison. En 4, un petit peu, il l'a réutilisé un petit peu de différentes façons, puisque contre Vanves, la victoire 91-64 te permet d'être assez malléable, et ça fait plaisir. On voit un joueur qui se réintègre bien, qui apporte c'est vrai, beaucoup moins de talent par exemple que Karim Ezzedine offensivement, mais qui sait faire, il fait parfaitement ce qu'on lui a demandé. Et c'est vraiment une très bonne nouvelle de le revoir en forme. Il a l'air en forme en tout cas, des vraies qualités athlétiques, comme on a l'habitude de le voir. Et puis défensivement quand même, il apporte vraiment un plus qu'il n'y avait peut-être pas avec Karim justement. Alors je reprends un peu ses stats contre Vanves. Il a marqué 10 points, 3 rebonds, 5 rebonds, pardon. 5 rebonds avec 19 d'évaluation, un match, des statistiques en fait qu'on ne lui voit pas vraiment faire depuis maintenant 2 ans et qui montre un peu peut-être, je sais pas, son retour vraiment en forme. On le verra d'ailleurs contre Saint-Quentin ce samedi, mais pourquoi ce sera prometteur en tout cas. Toi Lilian, comment tu vois son réintégration dans des matchs avec un vrai enjeu de la compétition? Pour moi, il va vraiment avoir une vraie carte à jouer, notamment sur les 2 matchs qui vont venir, dont on parlera un peu après, parce qu'il y a l'absence d'Amara et parce qu'il y a des minutes à prendre. Et donc, on le voit, apparemment, il est bien revenu physiquement, il a l'air en confiance dans son jeu, donc c'est l'occasion pour lui de montrer qu'il peut être plus qu'un simple remplaçant et juste venir défendre, montrer qu'il peut être un joueur qui peut marquer des points sur différentes situations. Et donc ça commencera déjà par le match face à Saint-Quentin où il s'était blessé et il sera certainement revanchard face aux nordistes. Vas-y Antoine. C'est vrai que l'absence d'Amara, ça lui permet d'avoir une double casquette, celle du backup pivot, celle qui est prévue initialement d'Ismaël Kamagaté, mais aussi de retrouver son poste initial en poste 4 et de voir justement comment il a pu étoffer sa palette en l'absence d'Amarassi, qui après permettra à Jean-Christophe Prat de bouger un petit peu, de peut-être pourra pas décaler Sleva en 5. Alors moi je réfléchis un petit peu, je m'imagine aussi qu'on pourrait peut-être voir Valentin Chiré en poste 4 pour ménager peut-être son épaule qui reviennent, qu'il n'ait pas des gros physiques en pivot poste 5, ce serait aussi une idée. Surtout contre Saint-Quentin, c'était contre cette équipe qui s'était passé sa blessure, peut-être pas tout de suite le remettre à ce poste-là, peut-être attendre un petit peu. Non, mais il y a au moins le voir sur des séquences. De toute manière, c'était le choix de Jean-Christophe Prat en début de saison de vouloir le mettre poste 5, c'est là qu'ils veulent le développer. C'est sa chance cette saison. Je pense en attendant de le réintégrer vraiment au groupe. Sur des matchs à compétition, sur des matchs en jeu, on va pouvoir voir, à mon avis, on va pouvoir le voir en poste 4 avec par exemple, tu le disais, de Sinsleva, mais surtout Ismaël Kamagaté. Donc on parlait un peu d'Amarassi qui va faire très prochainement son retour, possiblement pour le match de Souffel-Weiersheim dans une semaine. Même question que pour Valentin Chéry, messieurs, qu'est-ce que vous attendez un peu de son retour? Qu'est-ce qu'il pourra apporter, etc. Est-ce qu'on va revoir aussi le Amara du début de saison qui était vraiment en feu? C'est surtout ça, si on retrouve le Amara du début de saison, ça changera tout pour Paris et surtout alors déjà le retour de Valentin gonfle la rotation, mais alors avec Amara t'as 2 joueurs sur chaque poste intérieur qui peuvent prétendre à des minutes sérieuses, donc c'est très intéressant pour Paris. Et on l'a dit, Jean-Christophe Prat depuis le début de la saison, il adore changer ses paires d'intérieur, que ce soit pour s'adapter à l'adversité ou pour justement imposer le style de jeu qu'il veut, donc ça sera très intéressant. Je pense pas qu'il faudra s'attendre à ce qu'Amara soit là sur un match à l'extérieur, à huis clos. Je pense que pour moi, ils attendront 2021, mais s'il est là contre Zwolle, ce sera une super nouvelle, surtout que l'an dernier, il avait plutôt bien performé contre cette même équipe. Donc, en tout cas, ce sera tout bénéfique de retrouver Amara, que ce soit face à Zwolle ou en 2021. Ouais, dans cette salle, il avait été élu homme du match, tout simplement, avec 22 d'évaluation, 19 points, 5 rebonds et 2 passes. Antoine, toi, même question un peu, comment tu imagines le retour d'Amara pas forcément face à Zwolle, comme le disait Lilian, mais peut-être en 2021 pour le préserver?
Non, voilà, oui, il est d'après ce qu'on sait, il est opérationnel très prochainement. Après, est-ce qu'il sera apte à jouer, ça c'est au coaching staff de décider ça. Non, après on retrouve le capitaine, son aura elle est plus que précieuse cette saison, et puis pour ces jeunes, pour toute cette équipe, c'est quand même si on parle d'une légende du basket français qui apporte énormément, qui en plus a enfin réussi à s'adapter, parce qu'il l'avait dit lui-même, il a mis du temps à s'adapter au jeu de Pro B, et il était vraiment sur un début de saison absolument incroyable. C'est une excellente nouvelle de le revoir, et peut-être, oui, comme l'a dit Lilian, le ménager sur la fin de saison, sur la fin d'année, pardon, et faire un restart en 2021. Paris serait donc au complet, peut-être pour la première fois depuis le début de saison, parce qu'on avait eu des arrivées un peu tardives dans l'effectif. Et avec les cas de Covid également. Cas de Covid avec Nobel notamment en début de saison, Kevin Franceschi, etc. Donc non, peut-être que la fin 2020 ou début 2021 seront les premiers matchs vraiment où l'effectif pourra tourner à son complet, et peut-être qu'on verra aussi le potentiel maximal aussi de cette équipe, ce qu'on pourra en attendre jusqu'à la fin de l'année. Messieurs, on va passer à la suite, aux matchs qui vont arriver, car oui, je vous le disais, il y a bien de la Pro B qui va se jouer en décembre. Et il y aura donc 2 matchs pour Paris qui auraient dû se jouer avant. Ce sera donc la réception de Saint-Quentin dès ce samedi 12 décembre à 16h30 et le déplacement à Souffle-Versheim le 19 décembre à 20h. On va commencer par Saint-Quentin, qui sera donc le match de reprise pour les deux équipes. Un match qui a un air de revanche pour Paris après leur défaite en 64e de finale. Sur le score de 76-85. Messieurs, comment vous sentez un peu cette rencontre ? Comment vous imaginez Paris se mettre dans ce match ? Bon, ce sera une rencontre vraiment différente de ce qu'a pu être le match de Coupe de France, puisqu'il y a eu beaucoup de... que ce soit de faits hors terrain ou même pendant le match. Déjà, Nobel et Milan n'avaient pas pu prendre part à cette rencontre. Donc déjà, ça a changé beaucoup de choses pour Paris. Il y a eu en plus la blessure de Valentin Chéry, Jean-Christophe Prat qui est sorti en cours de match. Donc vraiment, il n'y a rien qui allait sur ce match pour le coup. Après, voilà, ça a permis au moins de voir les grosses forces en présence de Saint-Quentin, notamment Hugo Besson, qui a le jeune joueur prêté par Chalon qui est arrivé cette année et qui faudra surveiller de près, parce que sur les quelques matchs qu'on a vus de son début de saison, il est tout simplement en feu. Et puis il y aura bien sûr, après il y a les joueurs habituels à Saint-Quentin comme Gilet qu'il faudra surveiller de très près. Donc non, ce sera intéressant. Après, ce sera un match forcément particulier. C'est une reprise dans une salle à huis clos. Il faudra voir comment les deux équipes s'adaptent et vont reprendre. Je pense que le début de match sera très important pour les deux équipes. Alors tu parles de match à huis clos. Paris a déjà eu l'occasion de jouer à huis clos dans sa salle en début novembre contre Denain, avec une victoire en quart de finale de Leaders Cup. Antoine, toi, comment tu vois cette rencontre ? Alors je sais que Hugo Besson ne te laisse pas non plus indifférent comme Lilian, avec son gros début de saison, et c'est vraiment à surveiller côté Saint-Quentin. C'est le joueur à surveiller, c'est le pistolero de Saint-Quentin, donc, qui vient de Jeep Elite. Il y a beaucoup de clubs qui étaient sur lui intersaison. Saint-Quentin, il se développe, c'est un bon club, ils aiment développer des jeunes. Ça, c'est intéressant, il ne faut vraiment pas le laisser ouvert. Il a 46% à 3 points, il prend entre 4 et 8 tirs par match, donc c'est clairement pas négligeable. 21 points de moyenne Ouais. en Pro B sur les 2 matchs qu'il a joués. 15,5 d'évaluation, est capable de remonter un peu la balle. Bon, c'est pas lui qui va créer le jeu, mais c'est une option très intéressante qui peut poser beaucoup de problèmes aux lignes arrière du Paris Basket, donc il faudra vraiment s'adapter à lui très très vite, sinon il peut prendre feu comme il l'a fait notamment en match amical où il met 32 points contre Évreux. Bon, c'est un match amical, mais ça prouve les capacités du jeune combo. C'est là où le retour de Milan Barbic sera d'autant plus important, parce que Milan défend d'habitude sur les meneurs, mais avec sa grande taille, il peut aussi se décaler sur les postes d'arrière, donc ça serait pourquoi pas. Je pense que ce sera une des match-ups à suivre, en tout cas si Jean-Christophe Prat décide de mettre Milan sur Hugo Besson. Ouais, et puis il y a aussi Benoît Gilet qui est capable de prendre feu très très fort, comme l'année dernière ça avait été le cas. D'ailleurs, si on parle un peu du match qu'il y avait eu l'an passé à Paris, c'est le premier match, si je me souviens bien, à domicile où Paris est à 100% leader dans la rencontre, avec un gros premier quart-temps. Je crois qu'on est sur quelque chose comme un 35-13 passé à Saint-Quentin, et un match qui s'était terminé à 97-81 pour Paris, ce qui était peut-être d'ailleurs à l'époque vraiment la première grosse prestation des Parisiens, et à rééditer à mon avis dès samedi pour se remettre en confiance. Qui mettent sur Ismaël Kamagaté côté Saint-Quentin ? Parce qu'il y a 2 joueurs pour moi. Il y a Ryan Rooms qui est le seul pivot de métier de cette équipe. Pour moi, c'est Lien Philippe. Oui, Lien Philippe. Basile Timothée aussi. Enfin, ils ont quelques options, mais elles sont quand même beaucoup plus petites. Dans la raquette, il y a de quoi faire. Ouais, mais du coup, sur les postes arrière, c'est là où ils sont beaucoup plus forts et beaucoup plus adroits. Du coup, c'est là où justement en septembre, ça avait
ça avait été la défaillance côté Paris de pouvoir défendre sur les lignes extérieures. Est-ce que vous avez un mot? On enchaîne sur le match de Souffle. Eh ben, on va enchaîner tout de suite. On passe au déplacement donc à Souffle-Versheim du samedi 19 décembre. Tout simplement, Souffle a joué qu'un seul match en Pro B cette saison avec une défaite, c'était contre Blois. Alors, vous imaginez bien que le score n'était pas très flatteur pour les Alsaciens. Même question que pour Saint-Quentin. Qu'est-ce qu'on peut un peu imaginer de cette rencontre? Ce ne sera pas non plus une mince affaire parce que Souffle nous avait surpris l'an dernier et agréablement surpris. Ils ont quand même, là, au moment de l'arrêt de la saison, ils étaient dans les places pour aller en play-off. Donc c'est une équipe qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là. Et cette année, tu l'as dit, ils ont joué que des gros pour le coup. Ils ont joué blanc en Pro B, ils ont aussi perdu contre Fos en Leaders Cup. Oui. Donc, et de peu, ils n'ont pas forcément démérité. Donc c'est une équipe à prendre très au sérieux, surtout qu'ils ont plus ou moins le même effectif que l'an dernier. Donc il va falloir s'en méfier. Ouais, l'année dernière, pour le match à domicile que tu cites, c'était Medine Guama qui avait été absolument déterminant pour Souffle, mais qui avait très vite quitté le club. Antoine, toi, comment tu imagines un peu ce match contre les Alsaciens là-bas? Jamais facile d'aller jouer là-bas. On sait que c'est une terre où il est assez compliqué de repartir avec la victoire. Ça s'est vu l'année dernière, mais voilà. Ça dépendra de ce qui se passera contre Saint-Quentin, dans quel état d'esprit est le Paris Basketball et dans quel état d'esprit est Souffle. C'est vrai que Souffle a eu beaucoup de problèmes, notamment de Covid, que ce soit dans le club ou extérieur avec les adversaires qui devaient jouer. Ça va être un match assez compliqué. Ils ont 2 intérieurs assez grands pour poser des problèmes à Kamagaté notamment. Ça devra se jouer là-dessus. Comment ils géreront, comment ils défendront le pivot du Paris Basketball. Il y a pas mal de petits aspects à regarder dans ce secteur-là du jeu. Ouais, c'est une équipe qui lâche rien, surtout comme Lilian le citait tout à l'heure, avec leur défaite contre Fos en quart de finale, où ils ont été assez vite distancés et puis ils sont revenus petit à petit dans la rencontre, quitte à faire peur en fait à cette équipe de Fos-sur-Mer qui, on vous le rappelle, a quand même gagné la Leaders Cup au final. Ils font un bon match en Coupe de France aussi, il me semble. Ils perdent contre une Jeep Elite, il me semble, en Coupe de France. Je sais c'est Gravelines. Mais je sais qu'ils ont joué un match de plus que le Paris Basket en Coupe de France. Comme Saint-Quentin d'ailleurs, qui a perdu contre le Champagne Basket en Coupe de France. Tout est lié. Vous avez pour le joueur à suivre, est-ce que vous avez un profil qui vous a plus intéressé que d'autres ou côté Souffle? Pas particulièrement. Après, du côté de chez nous, plutôt, faut espérer que Nobel puisse se rappeler au bon souvenir de ses matchs de l'an dernier, parce qu'il a dépassé la 20aine de points à chaque fois, avec plutôt des bons pourcentages, ce qui n'était pas forcément le cas toute la saison dernière. Donc espérons qu'il puisse se rappeler. Et puis on l'a cité tout à l'heure, Amara qui avait fait un gros 4e quart-temps là-bas l'an dernier. Donc il faudra remettre tous ces ingrédients-là pour espérer s'imposer en terre alsacienne. Alors quelque chose qu'on n'a pas mentionné sur les matchs amicaux, Antoine, c'est le rôle justement de Nobel Bongolo sur les 2 matchs amicaux, qui est, si je ne me trompe pas, et je parle sous ton contrôle, qui était le meilleur passeur des Parisiens, les 2 matchs avec 8 et 6 passes. Oui, c'est ça. Il a laissé de côté le scoring pour se transformer en passeur lors des rencontres. Ah, et c'est assez frappant ce changement complètement de profil qu'il peut avoir. On sait qu'il est capable de le faire, on l'a vu l'année dernière. Moi je trouve qu'il le fait surtout le plus souvent quand il n'a vraiment pas d'adresse, qu'il ne trouve pas de tir pour lui et que du coup il joue un peu plus pour les autres. Est-ce que là ça va être la cible clairement en défense toujours, hein. C'est lui le scoreur, l'homme qu'il faut défendre en priorité. Est-ce que justement cette capacité qu'il a désormais à faire des passes à ses coéquipiers va aider Paris pour Souffle et même d'ailleurs contre Saint-Quentin? Très bonne alchimie notamment avec Kamagaté dans ce rôle de passeur. C'est vrai qu'il a ce rôle de scoreur que toutes les défenses veulent annihiler. Le problème c'est que maintenant Jean-Christophe Prat a beaucoup d'options au scoring et Nobel est un joueur qui s'est créé, qui a une vision de jeu vraiment incroyable, qui provoque des fautes. Donc s'il veut scorer, au pire il reste sur ligne des lancers. Et il peut laisser le scoring à Dustin Sleva qui me prouve semaine après semaine. On a l'impression qu'on parle de lui tout le temps, que son footwork progresse à une vitesse incroyable. Kamagaté qui prend de plus en plus aussi au scoring, on ne sait jamais. Hein. Kevin Francisci qui prend feu de loin. Gauthier Denis qui est dans sa moyenne de points. Oui, c'est vrai que Nobel peut se permettre. Il a des joueurs qui des joueurs qui peut servir et il le fait de mieux en mieux. Juste pour noter sur son match contre Vanves, Nobel il a 1 sur 9 au tir et il finit avec 15 d'évaluation. Ça vous donne juste un peu le niveau qu'il a eu de distribution et sur tous les autres secteurs du jeu.
Lilian, Mais c'est ça qu'on attend de lui en tant que leader de l'attaque parisienne. Il doit pas seulement contribuer par son scoring, pardon. Il doit contribuer par tous les aspects du jeu et ça passe par provoquer des fautes, impliquer ses coéquipiers. Et donc c'est très bien si un soir où Nobel n'est pas forcément dans son assiette au niveau de l'adresse, s'il peut impliquer ses coéquipiers, les rendre meilleurs, c'est tout bénéfique pour Paris. Ouais, c'est quelque chose qui fait très bien provoquer des fautes notamment. Et le match contre Champagne, il est un petit peu dans ce registre-là. On lui demande pas non plus de réduire à 0 son scoring, mais quand il est à 17 points, donc c'est un petit peu moins de ce qu'il fait d'habitude, et qu'il fait 8 passes, c'est ce qu'on lui demande. Donc c'est ce qui permet par exemple à Gauthioni de mettre ses 14 points, à Jeanne Bégarin d'en mettre 11 et Sleva d'en mettre 18. C'était peut-être à pondérer parce que Milan Barbic il s'était fait un petit bobo, il me semble. Il s'était blessé. Voilà, donc forcément, tu donnes plus la balle à Nobel, mais non, c'est intéressant. S'il peut vraiment développer ce côté-là, pour Paris, ça en sera que bénéfique. Ouais, Milan Barbic, tu le dis, qui s'était blessé contre Champagne, qui a joué que 17 minutes. Alors c'est un peu en dessous de ses standards, on va dire, avec Paris depuis le début de saison. À surveiller du coup son niveau physique lors de ses prochaines rencontres. Messieurs, est-ce que vous avez un petit mot à rajouter avant de terminer cette émission ? Non, le basket est de retour et c'est déjà très bien. Ouais, j'ai l'impression qu'on dit ça tous les mois. À la prochaine réunion. Non, exactement. Donc, on va boucler cette émission. Alors, je vous rappelle juste, donc il y aura ces 2 matchs en décembre. Et puis, Paris, sur la première moitié du mois de janvier, jouera contre Adenin le 12 janvier et contre Antibes le 19 janvier. On y reviendra d'ici la fin décembre sur ces matchs qui viendront pour Paris. Avant de terminer aussi, vous l'avez sûrement remarqué sur notre réseau social Twitter, nous avons fait un concours cette semaine pour vous faire gagner un masque aux couleurs du Paris Basketball. Et donc on a fait le tirage au sort comme prévu. Et on va donc pouvoir vous faire un heureux pour les fêtes. Et cet heureux, ce sera @PJ Thiebaud. Félicitations à toi, on arrive dans tes DM dès ce soir. C'est donc ici, messieurs, que s'achève cet épisode. Je vous rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux, @ParisB-8OnAir sur Twitter, Paris Basketball On Air sur Facebook. Comme d'habitude, vous nous retrouverez aussi toutes les infos sur les 2 matchs qu'on va pouvoir vous débriefer sur le site. Likez, partagez le podcast, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus sur YouTube, à noter sur Apple Podcast et faire découvrir à d'autres l'émission. On se retrouve au plus vite pour le prochain épisode. Merci les gars, et à la prochaine. Salut. Salut.